entre deux conférences. Pour ne pas créer de tension à la vessie. Mais il n'y a qu'un petit point, alors si tout le monde y va... Ah, il y a la piscine. J'ai mon café, j'ai mon calva, tout va bien. Marcella. Donc, bioénergéticien, ça ne veut rien dire. Alors, bio, la vie, l'énergie de la vie, le bioénergéticien est là pour accompagner l'énergie de la vie, le souffle de vie. C'est notre père en ostéopathie, le docteur Steele, qui utilisait ce terme, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible et dans le Tao, le souffle de vie. Le Qi, le Chi, le Tao. Quel serait le Yin et le Yang sans le Tao? Donc, scientifiquement, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est incapable de définir scientifiquement ce qu'est l'énergie cosmique, l'énergie universelle, mais on sait que ça fait du bien et que ça permet à la cellule de vivre. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à reconstituer certaines cellules, ils n'arrivent pas à les faire fonctionner parce qu'ils ne trouvent pas le moteur. Et le moteur, c'est le souffle de vie. D'accord? Alors, on m'a proposé de venir ici pour parler du lâcher-prise, du surrender. Alors, surrender, ça tombe bien parce que surrender, c'est le terme que nous avons choisi avec le docteur Meyer pour identifier notre méthode qui est une méthode de soins bioénergétique basée sur l'ostéopathie, l'autonomie, la méditation, le souffle de vie. Voilà, des techniques, je dirais plutôt des situations qui nous permettent de faire circuler le souffle de vie. L'ostéopathie moderne, dite bioénergétique, c'est-à-dire sans aucune manipulation. L'autonomie, la science du toucher affectif, qui n'est pas réservée aux bébés et aux mamans. À tout âge, on peut pratiquer l'autonomie. Et la méditation, qui est aussi une situation que nous pouvons créer pour permettre à l'énergie de circuler. Aujourd'hui, il existe un DU, un diplôme universitaire de méditation, à la faculté de Strasbourg, depuis 2013. C'est une bonne nouvelle. Seulement, il est réservé aux médecins, parce qu'il y a que les médecins qui peuvent méditer. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est grâce, entre autres, à Christophe André, le psychiatre célèbre maintenant de l'hôpital Sainte-Anne, qui a introduit la méditation dans ses soins. La technique de méditation basée sur les techniques traditionnelles ancestrales de la méditation zazen, par exemple. C'est une méthode, la méthode Kabat-Zinn, qui est utilisée aux États-Unis depuis 30 ans. Nous, on savait qu'on a toujours beaucoup de retard, mais c'est quand même optimiste de voir que dans les hôpitaux, à la Salpêtrière, que pour les douleurs chroniques, par exemple, on utilise aujourd'hui la méditation. Que contre, justement, les dépressions, chroniques aussi, ou les dépressions, le burn-out, on peut utiliser la méditation comme traitement. Ça, c'est pas mal, ça. Nous avons choisi cet axe, je précise, j'insiste, non médicamenteux du soin. Ça, c'est une grande nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé approuve et même encourage les thérapies non médicamenteuses. Pas mal. L'ordre des médecins n'est pas tout à fait d'accord, étant lié à l'ordre des pharmaciens et au laboratoire pharmaceutique. Alors d'un côté, on ouvre une porte et on va vers des soins non médicamenteux, on va vers des choses qui sont beaucoup plus naturelles et qui font du bien, qu'on prouvait qu'elles faisaient du bien. Et puis de l'autre côté, le business qui est toujours là, qui est très puissant et qui freine le développement de ces méthodes. Mais comme nous disons, nous, les comédiens et en théâtre, on dit c'est toujours le public qui a raison. Le public finit toujours par avoir raison, donc c'est vous, c'est nous qui décidons et qui allons influencer dans les années qui viennent, et aujourd'hui déjà c'est déjà bien marqué, eh bien le choix de nos thérapies qui ne sont pas remboursées, je le précise.
En Suisse, le docteur Meyer, donc, qui est suisse, il travaille au HUG de Genève. En Suisse, paraît-il, d'après ses propos, lorsqu'un médecin ne prescrit pas à son patient des techniques non médicamenteuses, du yoga, de la sophrologie, du qigong, etc., c'est pas un bon médecin. On va pas le voir. Donc, tout a changé. Là-bas, ça va beaucoup plus vite. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais nous, on la traîne, et puis nous, ce qu'on cherche toujours, c'est à se faire rembourser. Ça, c'est un grand, grand problème, car ça freine aussi beaucoup de choses. On a été très mal éduqués, on ne se prend pas en charge, même si on en a les moyens. Si on n'en a pas les moyens, évidemment, il faut être aidé. Mais si on en a les moyens, ah, c'est remboursé, ah non, c'est pas remboursé. Grande question, ça. Mais ça freine aussi la progression donc, du choix de sa thérapie. Alors, surrender, c'est pas un mot anglais. C'est une francisation. Ça veut dire se rendre. Les Anglais, pendant la guerre, ils disaient aux Français surrender, ils n'arrivent pas à le dire. Surrender, c'est devenu surrender. Surrender, ça veut dire déposer les armes. C'est un terme guerrier. Donc ça veut dire que si je ne suis pas surrenderisé, c'est que je suis en guerre. Ben oui. Lâcher prise, déposer les armes. Ça veut dire que je les ai prises. Sinon, on ne demande pas de les déposer. C'est ça le lâcher prise. Pas facile. Pourquoi j'ai pris les armes? Eh ben, je prends les armes parce que je me sens agressé. Parce que dans mon conditionnement de cellules, de sac de cellules, je ne suis qu'un gros sac de 55 000 milliards de cellules. Il ne faut pas se leurrer. C'est pas grand-chose. Hein. 55 000 milliards de cellules qui doivent respirer à l'unisson et fonctionner ensemble vers l'équilibre qu'on appelle la santé. Donc ces cellules, lorsqu'elles sont agressées, n'ont qu'une réponse face à l'agresseur, physique ou psychique, c'est fermeture, protection. D'accord? La seule réponse de nos tissus face à une agression, physique ou psychique, c'est je me protège. Dans un premier temps, j'ai peut-être la capacité de rouvrir, après le passage de l'agression, mais dans un deuxième, un troisième, un quatrième temps, j'ai plus cette capacité. Et lorsque j'ai appris l'ostéopathie, on m'a fait comprendre qu'un patient qui rentre dans mon cabinet, eh bien, c'est la somme des tensions de sa vie. Des tensions de sa vie intra-utérine, les 9 mois de formation, qui sont les plus importants de la vie. Et puis l'héritage des tensions de ses ancêtres, ce qu'on appellera le transgénérationnel, le transgénétique, etc., etc. C'est-à-dire ce que j'ai hérité de mes parents, mes grands-parents, tous ceux qui n'ont pas fait le boulot avant moi. Des grosses baloches que je porte depuis ma naissance, et puis que j'ai aggravées, parce que ça s'est aggravé. Nous sommes des poupées russes. Nous arrivons aujourd'hui, à un moment donné de notre vie, là, il fait chaud, sympa, il y a une bonne ambiance, ah, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et maintenant, c'est pas que maintenant. La physique quantique nous apprend que le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est la même chose. Là, ça devient pénible. C'est pas facile, hein. Pas facile à gérer tout ça. Donc voilà, un gros sac de 55 000 milliards de cellules et un gros sac de tension. Car toutes ces cellules sont en relation les unes avec les autres. Et notre père en ostéopathie, encore lui, le docteur Steele, nous disait la maladie commence dans le fascia. Qu'est-ce que le fascia? Le fascia, c'est le tissu conjonctif de formation, je dirais. C'est le premier tissu qui s'est formé, c'est-à-dire que 2 cellules se rencontrent et un tissu se forme. 3 cellules, 1000 cellules, 1000 milliards de cellules, démultiplication des cellules, mais c'est toujours le même tissu qui s'est différencié, qui s'est démultiplié, mais c'est toujours un tissu. Et le réseau facial correspond à ça, c'est-à-dire à l'image de la toile d'araignée qui enveloppe nos os, nos muscles, nos organes, nos veines, nos artères, etc. Et le célèbre anatomiste Léon Page disait, si on retirait les organes, les muscles, les os d'un corps humain en laissant les fascias, il aurait à peu près la même image. Parce que tous ces éléments se sont formés dans un seul tissu. C'est très important à comprendre. Parce que cette notion d'unité, elle est anatomique, elle est physique et elle est énergétique. Alors on tire un fil de la toile d'araignée et c'est toute la toile d'araignée qui réagit. D'accord?
Donc je m'écrase le petit orteil avec la table qui est là, et c'est tout mon corps qui va réagir par rapport au fait que tout est unifié, tout est en relation. Et par contre, si je libère les tensions qui se sont installées sur ce petit orteil, ben c'est tout l'ensemble qui va en bénéficier. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Donc, unité de structure, unité de fonction. Tout est relié. Et alors, je vais encore élargir le champ, c'est-à-dire que le problème supplémentaire, c'est que tout est relié, mais tous les éléments de cette salle sont reliés. Ça devient emmerdant. Et tous reliés à tous les Parisiens qui nous entourent. Et tous reliés à la population planétaire, et cette planète reliée au fin fond de l'univers. Le professeur Gisin, un Suisse aussi, tiens, j'ai pas fait exprès, mais il s'amuse dans son laboratoire à entrechoquer des particules entre elles et puis les éloigne d'une distance de 20 km dans 2 laboratoires à travers un réseau de fibres optiques. Et là, il change la polarité d'une particule et instantanément, la polarité de l'autre particule change. Instantanément, plus vite que la lumière. Intimement lié. Einstein, lui, pensait que lorsque 2 particules s'étaient rencontrées, elles allaient vivre leur vie, chacune de leur côté, comme des boules de billard. Mais il s'était trompé. Podolsky et Rosen lui ont démontré que non. Non, tout ça, ça reste en relation à travers le temps et l'espace. La loi d'intrication. Donc, non seulement tout est intriqué dans cette enveloppe de 55 000 milliards de cellules, mais là, tout est intriqué. Et je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous apprendre que, à partir de maintenant, vous ne vous quitterez plus jamais. Ça vous remplit de joie, ça se voit sur vos visages. Donc c'est compliqué de ne pas faire un burn-out dans ce système d'intrication, de fils invisibles, d'énergie, de fils visibles et faciales, et puis de se dire, tiens, moi, cool peinard. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident. On s'est amusé, on a enfermé 10 personnes dans une pièce et puis on leur a donné à 9 d'entre elles des excitants. À la 10e, on donne des calmants. Ben, à la 10e, elle a les mêmes comportements que les 9 autres. Et inversement, on donne des calmants, des excitants. La loi d'intrication. Voilà. Éviter le burn-out. Alors, ces pauvres tissus, ils veulent se lâcher prise, seulement ils sont agressés. Alors aujourd'hui, plus que jamais. Par exemple, les champs électromagnétiques, je ne veux pas vous faire peur, mais alors ici, il y a ce qu'il faut. Le champ électromagnétique, développé par ce petit appareil, développé par l'électricité qui circule dans le plafond, développé par tout ça, et bien agresse nos tissus, et nos tissus, seule réponse, c'est hyper simple, seule réponse de nos tissus face à un stress, c'est fermeture. Et puis bon, ben voilà, c'est supportable jusqu'à un certain degré, puis à un certain degré, ben c'est fini, on ne peut plus supporter. Alors, moi, je cite, là, j'étais dans l'Aveyron avec des thérapeutes qui, en partie, vivent à la campagne. Mais je leur ai expliqué comment vivent les Parisiens. Moi, comment, personnellement, je suis étonné de voir qu'ils ne sont pas encore tous morts. Qui n'ont pas tous fait de burn-out, qui tiennent la route, mais ils sont hyper costauds. C'est la mutation totale. 2 heures de transport le matin, dans une boîte en ferraille, remplie de champs électromagnétiques. 2 heures de transport le soir et toute la journée devant un écran. Puis comme ça ne suffit pas, il rentre, paf, il allume un autre écran. Il se met son grand écran dans son salon, puis il allume son ordinateur pour voir ses messages. Il en prend plein la tronche, puis il va se mettre à cuisiner devant la plaque halogène, et puis il va mettre un truc au four à micro-ondes. Et le gars, il est encore vivant. Mais moi, je suis maintenant étonné, je suis épaté de voir. Merci. Ça doit être Dalimar qui Ah bah tiens, ça a fait sauter mon truc. Donc, ça y est, il a pété. Donc voilà. Alors comment éviter tout ça, justement? Le contraire de la tension, c'est la détente. Alors en méditation, moi j'ai travaillé beaucoup au centre Durkheim, avec Jacques Casterman, entre autres. Karl Graf Durkheim, que tout le monde connaît. Un ami de Carl Gustav Jung. Ils ont travaillé ensemble. Le centre Durkheim existe toujours. Il est tenu donc par Jacques Casterman à Mirmande, et puis ici les Moulineaux, nous avons le dojo avec Elisabeth Cuvier, où nous pratiquons Zazen. Za qui veut dire assis, et Zen en paix. Assis en paix. Ça fait rêver, hein? Voilà. M'asseoir en paix.
Puis là arrive un truc qui fait que ah, tu n'as pas fermé ta voiture à clé. Tu as oublié d'éteindre ton portable. Assis en paix. Quelle heure est-il? Il faut que je sois à 17h au théâtre pour préparer le décor et je joue à 18h. Assis en paix. Alors là, il y a un gros générateur de stress, mot anglais qui veut dire serré, tendu, to stress, compressé. Un gros générateur de stress, c'est my mind. Les Anglais ont deux mots pour dire esprit, spirit and mind. Nous, on en a qu'un, alors on est complètement paumé. On ne sait pas si on parle de l'esprit mental ou du Saint-Esprit. Et le mental, lui, c'est un grand générateur de stress. Il est génial, lui. Pour me foutre la trouille, il est géant. Parce que il n'est jamais dans le présent. Il ne vit jamais dans le présent. Et la détente, le relâchement, c'est justement le présent. Être ici et maintenant. Où et quand veux-tu être heureux, sinon ici et maintenant? Le bonheur est au présent, disait Montaigne. Qu'est-ce que le présent, la présence? La présence à soi-même et la présence à l'autre, la présence au monde. Zazen, assis en paix. Alors le mental, lui, il va chercher immédiatement des références dans le passé et une projection dans l'avenir. Voilà. Mais là, maintenant... Seulement, je me suis rendu compte très vite que, en pratiquant la présence consciente, on appelle aujourd'hui la méditation en pleine conscience. Parce qu'il y en a, ils ne méditent pas en pleine conscience. Méditation en pleine conscience. Eh bien, mes tissus se relâchaient, disons. C'est intéressant, ça. Ça se détend, disons, à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Ça va peut-être même jusqu'à m'endormir. Alors, chez Casterman, on médite devant un mur. Si tu t'endors, tu te prends le mur, tu ne le fais pas deux fois. Zazen, assis en paix. Oh, relâcher les tensions, libérer les tensions de soi-même en accueillant le souffle de vie. En prenant conscience que c'est le Qigong, que l'énergie est là, elle existe. C'est dans mon hara. Je fais ça, mais dans mon hara. Face à mon hara, sur le nombril, 3 doigts sur le nombril, donc la symbolique de l'ouverture des mains en forme de cœur devant ce hara, qui veut dire le centre énergétique de l'homme. Je vous conseille un très bon livre de Durkheim, puisque j'ai parlé de Durkheim, qui s'appelle Hara, qui fait bien comprendre ce que je suis en train de dire. La puissance de l'énergie vitale centrée dans le hara. Ce qu'on n'a pas appris du tout. Hein. Donc nous vivons dans notre sphère mentale, notre sphère émotionnelle, et très peu dans le hara. D'ailleurs, il y a un petit test très rapide à faire, si on avait le temps et si vous étiez d'accord, c'est de voir à quel point nous ne sommes pas dans notre hara, un petit travail à deux. Il y en a un qui pousse l'autre, l'autre ne peut pas tenir, et puis on va appuyer dans le hara pour bien lui faire localiser ce hara, et il va mettre sa conscience dans son hara. Et là, il nous faudra 2 fois plus de force pour pousser le camarade, parce qu'il a descendu son énergie vitale dans son bassin, dans son centre, dans lequel nous devrions vivre toute la journée, et dans lequel nous ne sommes pratiquement jamais. Le hara. Donc l'objectif d'une méthode Surrender, c'est d'accompagner la détente des tissus afin que les fluides, les liquides circulent à travers le réseau facial, alimentent chacune de nos cellules et nettoient chacune de nos cellules. Nous sommes, en plus de ces 55 000 milliards de cellules, nous sommes 75% de flotte. Un petit peu de pinard de temps en temps, ça fait pas de mal, mais de la flotte. Et cette eau, si elle circule, eh bien, elle va drainer l'alimentation et elle va éliminer les déchets. Mais si elle ne circule plus, elle va stagner, elle va mourir. Et faire mourir les cellules. Et quand une cellule est agressée, je l'ai dit tout à l'heure, elle se referme. Et l'enveloppe cellulaire, elle est percée de microtubules qui permettent au liquide de rentrer dans la cellule pour la nourrir et d'en sortir pour la nettoyer. Donc, dans la fermeture, j'empêche cet échange. Dans l'ouverture, j'accueille cet échange et je lui permets d'exister car il ne demande que ça. Mes cellules ne demandent que ça. Vivre. Respirer. Là-dedans, c'est plus compliqué.
Mais au niveau cellulaire et tissulaire, la cellule ne demande que ça. Elle n'attend que ça. Donc là, lui, il est fait pour vivre tranquille et peinard. En tout cas, son corps, lui, il est fait pour vivre tranquille et peinard, sans agression. Et là, tout se passe bien. Le vieillissement n'est qu'un phénomène naturel de l'oxydation. C'est l'oxygène qui nous permet de vivre sur cette planète qui, en même temps, nous tue. En tout cas, entraîne le vieillissement cellulaire. L'oxydation. Mais en dehors de ce phénomène naturel, le corps ne demande que ça. Il ne demande que vivre. Respirer, échanger en permanence. Mais dans la détente, dans la relaxation, dans l'abandon de soi. Alors pour finir, on va parler de l'abandon de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'abandonne, zazen. Je m'abandonne à une autre force que la mienne. Je quitte le contrôle. Je m'abandonne, ça veut dire je M', abandonne. J'abandonne moi. Voilà, ça commence à faire peur. J'abandonne mon moi. Mon moi égotique. Qui lui veut surtout pas ça. Il n'y a rien de pire que de demander à son moi de s'effacer. Il est encore plus présent qu'avant. Omniprésent. Je le fais sortir par la porte, il rentre par la fenêtre. La pensée. La pensée en tant qu'énergie a été mesurée, et une pensée positive, sans aucune connotation ni morale, ni religieuse, etc. Une pensée positive, c'est une pensée qui fait du bien. On a pu mesurer qu'elle ouvre les tissus, dilate la cellule. Et la pensée négative, la colère, la peur, referme les tissus et va à l'encontre de la santé. Et je rappelle encore une fois, en ce qui nous concerne, aussi bien la santé physique que la santé psychique, car il n'y a aucune différence entre le corps et l'esprit mental. Il y a autant de différence entre le corps et l'esprit qu'entre la glace et l'eau. La psychosomatique. Alors j'ai vu des médecins spécialistes en maladies psychosomatiques. J'ai aussi vu des boulangers spécialistes en pain. Toutes les maladies sont évidemment psychosomatiques. 100% des maladies sont psychosomatiques, puisque intimement liées, le mental et le corps fonctionnent ensemble. Grand corps et petit moi font il y a débat, je suis d'accord. Mais physiquement, scientifiquement, c'est prouvé. Ça marche comme ça. Voltaire nous avait écrit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Si vous mettez ça dans la salle d'attente de mon cabinet, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, il a entièrement raison. La pensée positive me fait du bien, ouvre mon corps, détend mes tissus, me fait passer sur le système nerveux parasympathique. La pensée négative va m'entraîner sur le système sympathique, le stress, qui par accumulation, donc va finir par ce qu'on appelle aujourd'hui, c'était la mode, le burn-out. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Dites-moi, est-ce que vous avez quelques questions à me poser peut-être? Je ne suis qu'un corps, rien qu'un corps tout entier. L'âme n'est qu'un mot désignant une parcelle de ce corps. Nietzsche. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, c'est la notion de corps. Comment vous la percevez? Et est-ce que dans ces différentes phases, on a des corps, donc a priori sur un plan énergétique, sur lequel vous insistez, mais on a aussi un corps chimique, et je pense qu'il y a des médicaments chimiques, autant qu'il y a des soins sur la partie énergétique. Donc voilà. C'est la même chose, mais en physique quantique, la physique des quantas, on s'appuie pas mal dessus, parce qu'aujourd'hui, en plus, ça progresse, ça va vite. Ça va très vite, parce qu'on a des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant. Alors, la matière et l'énergie, c'est la même chose. La matière n'existe pas. La matière n'est qu'un condensé d'énergie. C'est l'énergie compressée. Condensé, condensation, compressé, condensation. Mais un compressé n'est pas forcément un imbécile en retard, le précisait Pierre Dac. Je vous laisse le temps de le voir. Donc condenser, compresser, cette énergie forme ce qu'on appelle la matière. Mais c'est faux, il n'y a pas de matière, puisque plus nous descendons dans l'infiniment plus petit, plus nous rencontrons du vide. Et ce vide quantique, il est rempli d'énergie. Entre un noyau, le noyau d'un atome et les électrons qui tournent autour, entre ce noyau et l'électron, il n'y a que de l'énergie. C'est rempli d'énergie. Et c'est rempli d'informations. Là, je vous entraîne à lire un monsieur très intéressant qui s'appelle Erwin Laszlo, qui d'ailleurs, lui, utilise le terme information, information. Donc,
Tout est information. Donc la chimie, c'est de l'information. Tout ce qu'on va fabriquer, c'est de l'information, c'est de la vibration. D'accord? Je vais prendre l'exemple de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est l'infinitésimal. Vous avez un morceau de sucre, un petit granule, et dessus, vous avez de l'information. Il n'y a rien. En tant que matière, entre guillemets, il n'y a rien. D'accord? Mais plus c'est dilué, c'est-à-dire plus il n'y a rien, plus c'est puissant. Ah là, on dit merde, il y a un truc qui ne va pas. Parce que nous sommes des champs d'énergie, avant tout, que les champs dimorphiques ou morphogénétiques nous ont formé, nous sommes des formes de matière. Et là, visuellement, nous avons chacun une forme différente, ce qui va définir notre identité vibratoire. Je vais donner un exemple concret. Je travaille sur des personnes amputées à l'IRMA, au centre de Valenton, de rééducation, et donc des gens qui n'ont plus la matière, mais qui ont des douleurs que l'on appelle fantômes. On ne va pas appeler fantômes d'ailleurs, c'est une hérésie. J'avais une patiente africaine, on lui a dit qu'elle avait un membre fantôme, elle a hurlé, elle pensait qu'elle avait un fantôme. Ah, il y a un fantôme! Il n'y a pas de fantôme. Si le membre matière a disparu, le membre énergétique est toujours là. C'est-à-dire que son champ morphique est là. Mais le champ est perturbé. Parce que la matière, entre guillemets, c'est pas de la matière, mais cette condensation n'existe plus. Donc, il envoie au cerveau, et les neurosciences aujourd'hui le prouvent, des informations dites en Wi-Fi. Hein, il n'y a pas que le circuit neurologique qui draine les informations, il n'y a pas que les neurones qui portent les informations par leur circuit neurologique, mais en Wi-Fi. Nous sommes des antennes. Hein, et là, je vous rapporte aux travaux de Rupert Sheldrake, le biologiste anglais, qui a travaillé sur ce qu'on appelle les champs morphogénétiques et les relations justement dans le monde animal, toutes les informations qui circulent et qui sont impalpables, invisibles, mais qui entraînent une évolution d'une espèce. Donc ces champs, ils existent en permanence et l'information, elle est omniprésente et captée dans certaines situations. La situation de l'amputation, justement, va perturber le cerveau et ça sera traduit comme de la douleur. Jusqu'à ce que nos travaux, c'est-à-dire notre action, notre non-action de présence énergétique, de bioénergéticien, va permettre au champ global de se rééquilibrer. Et à la sensation de douleur, de présence, de disparaître. Parce que le champ global s'est rééquilibré. La chimie, donc, vous parlez d'un médicament, par exemple, si j'ingurgite un médicament, j'ingurgite un nombre calculé d'informations qui vont avoir une réaction, action-réaction. L'information ingurgitée dans un organisme va entraîner des réactions. D'accord? On sait, là on va aller encore plus loin, que on donne des médicaments. Alors justement, on a travaillé avec les animaux, alors on donne un médicament à un animal, on donne de l'information tous les jours. Et puis on commence à arrêter de lui donner l'information. Et on lui donne un morceau de sucre. Et là on arrive sur le phénomène du placebo qui est merveilleux, qu'il ne faut surtout pas jeter à la poubelle, le placebo. C'est la preuve que nous avons à l'intérieur de cet organisme toutes les réponses d'auto-guérison, mais qu'elles sont bloquées, elles sont enfermées, et que l'intelligence ne serait pas de les nier, mais plutôt de les réveiller. Et l'approche bioénergétique a justement cet objectif de réveiller les capacités d'auto-régulation, d'auto-guérison du corps. Et là, on est dans le non médicamenteux, et les laboratoires nous tirent dessus, évidemment. Donc, le médicamenteux à l'IRMA de Valenton avec tous ces amputés, ben voilà, vous avez une douleur, on vous shoot au Valium, tout ce qu'on a, je peux vous donner toute la liste des médicaments qu'ils prennent, pour limiter, voire, si c'est possible, annuler la douleur. Mais ce n'est pas une vie, parce que ça, c'est au quotidien et jusqu'à la fin de leur jour. Donc, on travaille, on étudie, on propose des solutions non médicamenteuses pour arriver à éliminer un maximum d'effets secondaires de tous ces produits chimiques. Est-ce que j'ai été clair? Oui. Les différents corps. Alors, on va simplifier parce que ça peut être très, très complexe, mais le corps physique, c'est celui que, là, je touche, je passe, bon. Le corps magnétique, c'est le développement d'un champ magnétique à partir d'une cellule. C'est-à-dire que dans l'univers, toute particule en mouvement développe un champ magnétique et de la chaleur. La thermodynamique, c'est de l'énergie. Le champ magnétique du cœur, par exemple, le cœur c'est une grosse particule, perpétuellement en mouvement, jusqu'à la fin de ma vie. Le champ magnétique du cœur a été mesuré à 3 mètres de diamètre.
C'est-à-dire que tous nos champs magnétiques cardio sont en relation. Et qu'il y en a qui commencent à paniquer, à faire lever son taux vibratoire, ça va communiquer. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire que la peur, ça se communique très vite, la panique, etc. Donc, voilà, champ magnétique. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Du mouvement de la particule, la petite notion de matière que nous connaissons, vers l'extérieur. Et le champ dimorphique, le champ morphologique, ce que certains appelleront peut-être l'aura, je ne sais pas, enfin, moi c'est pas mon truc ça, vient de l'extérieur, c'est le champ qui a créé la matière, et qui donne une identité vibratoire. Par exemple, les feuilles d'un arbre, toutes les feuilles de chêne se ressemblent, mais aucune n'est identique à sa voisine. Toujours une différence. Donc une identité. Une identité vibratoire qui va permettre justement de capter son identité, peut-être de la soigner à distance. D'où le soin à distance, le radiesthésiste, etc. D'accord ? Quand il demande la photo du patient, c'est pas tant son image qui l'intéresse, c'est le champ morphogénétique. Donc le corps vibratoire du patient. Donc corps magnétique, corps vibratoire, corps éthérique. La forme, le champ que nous sommes. Mais nous pouvons agir sur ce champ, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que par la relaxation, par la détente, nous permettons à ce champ de s'ouvrir. Et plus ce champ vibratoire s'ouvre, et plus l'énergie, le souffle de vie, peut le nourrir. Et l'effet thérapeutique se fait justement dans la fusion entre le thérapeute et le patient, pendant une séance, lorsque le thérapeute, par méditation, qui veut dire se centrer, s'ouvrir, entraîne le patient dans l'ouverture de son champ. Et à partir de ça, de ce phénomène physique, l'énergie va stimuler, dynamiser ses capacités d'autorégulation. Alors en ostéopathie, on s'en est rendu compte à partir du liquide céphalorachidien, fabriqué dans le cerveau, qui circule autour du cerveau et de la moelle épinière. La rencontre entre les deux énergies s'additionne et stimule la circulation du liquide céphalorachidien, qui va dynamiser tout l'ensemble des liquides. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la maladie commence dans le fascia, c'est-à-dire que la maladie commence quand le tissu s'assèche, quand l'enveloppe cellulaire se referme. L'antidote, c'est de irriguer le tissu. La dynamisation des liquides par rapport énergétique, par transfert énergétique, va dynamiser les liquides qui vont irriguer à nouveau des tissus qui se sont asséchés et appauvris, voire sont morts, mais là c'est trop tard. La calcification, par exemple, c'est une réaction de défense du tissu qui s'assèche à tel point qu'il va se déchirer. Donc le corps envoie du calcium pour empêcher la déchirure. J'ai répondu un peu mieux? Oui? Est-ce que l'on pourrait tirer les conclusions de votre propos en ce qui concerne l'éducation des jeunes enfants? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas de mauvaises habitudes à prendre qui les découragent à puiser en eux-mêmes pour s'appuyer sur des éléments extérieurs? Est-ce que... À quel âge? Je ne sais pas, dans les toutes premières années. Toutes premières années. L'enfant, dans les toutes premières années, il n'a qu'à le laisser vivre. Il ne faut surtout pas l'empêcher de vivre. Je vais donner un exemple. La verticalisation. Moi, je conseille, je me permets, ça me regarde, mais je dis à mes patients qui ont un jeune enfant, ne l'aidez pas à marcher. Ça ne sert à rien. Vous allez le contraindre. Le développement du cerveau entraîne le développement du crâne. Hein? Donc ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier organe qui va se former, c'est le système nerveux central. Et en particulier l'oreille interne, la fameuse oreille interne qui nous permet de nous équilibrer. Ok? Dans le développement du cerveau, entraîne le développement du crâne. Les plaques osseuses vont se positionner de telle manière qu'à un moment donné, la base crânienne, l'occiput, va être en équilibre avec le sacrum. Et le sacrum, lui, c'est bien le centre énergétique, et c'est aussi le centre de gravité, le centre d'équilibre. C'est une question de positionnement de la structure dans le mouvement qui va permettre à l'enfant de se verticaliser, mais naturellement. C'est une énergie qui va le tirer vers le haut. Qu'est-ce que je vais l'emmerder à marcher à 9 mois pour plaire à mes voisins et frimer dans l'escalier de mon immeuble? Et l'enfant qui n'est pas un idiot, je me dépêche. Non, c'est pour apporter une légère contradiction. Il va, très bien, il va donc, face à son entourage, vouloir faire plaisir. Donc il va y aller. Il va répondre aux applaudissements de la famille et se redresser d'une façon artificielle, et ce déséquilibre, ou cette verticalisation artificielle, il peut l'entraîner jusqu'à la fin de sa vie. C'est un exemple pour me permettre de dire que laissons-les faire, laissons la nature faire son travail, justement
justement, n'organisons pas de contraintes à ce travail, c'est ce que nous faisons. Par contre, la société, elle, organise des contraintes. Dès le plus jeune âge, quand un enfant est nourri par du lait en poudre chauffé au four à micro-ondes dès ses premiers jours, il est déjà agressé. Donc ces tissus, au lieu de s'ouvrir et puis de se développer normalement, vont être en souffrance. La naissance, alors là, si on ouvre le chapitre de la naissance, il y en a jusqu'à demain, mais aujourd'hui, on s'est totalement éloigné de la naissance naturelle, donc de la nature, de ce que propose la nature, c'est-à-dire chez la femme, son cerveau rectilien, qui lui a toutes les mémoires, toute la programmation d'une naissance naturelle, et va être contrainte par une position qui n'est pas naturelle. Déjà, on a commencé par allonger les femmes alors que la poussée de la puissance, elle est verticale, par une stimulation du néocortex à cause de la lumière, du bruit, du mouvement, etc. On en a jusqu'à demain. Et là, les contraintes, elles vont se propager à l'enfant qui n'est même pas encore né. Oui. Alors, je pense que Eric va apporter une légère contradiction, je le sens. Alors, vous avez parlé d'Isaac Soto, je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'on a pour habitude de dire que l'homme occidental est assez agité, plutôt dépressif, en tout cas un homme très stressé, et on a pour habitude en tout cas l'inciter à penser de manière positive. Alors aujourd'hui, on a abordé d'autres traditions, on a abordé le chamanisme, on a abordé les rites initiatiques, et on a abordé cette idée d'affronter la mort et de plonger, puisqu'on a abordé aussi des philosophes existentiels comme Kierkegaard et Heidegger. On a parlé des bienfaits finalement de rentrer dans le désespoir et dans l'angoisse. Donc, et ça me rappelle, il y avait une interrogation en tout cas de Maître Deschimaru, qui a apporté le Zen Soto en 1967 en France, et Deschimaru disait que faire zazen, donc méditer en posture assise, c'était rentrer dans son cercueil. On sait que le bouddhisme, c'est la voie de la non-peur, mais Deschimaru disait aussi que en zazen, il fallait aussi avoir cette crainte du cosmos, il fallait aussi s'ouvrir à l'angoisse de l'infini. Alors je voudrais savoir ce que vous pensez finalement. Je sais qu'on a tendance à vouloir penser positivement, mais justement, la pensée négative, est-ce que finalement elle n'a pas aussi du bienfait? Alors, en termes jungiens, on pourrait parler de part d'ombre, de part du diable, de Dionysos. De toute façon, elle est inhérente à la condition humaine. Il ne faut pas la nier, je veux dire, il faut vivre avec, il faut l'accueillir, je pense. Oui. Donc, si on prend les traditions, on parle un peu du Japon, du bouddhisme japonais, zazen, etc. Donc, je vais parler de l'aïkido, ça m'a fait penser à l'aïkido, que je pratique avec grand plaisir. Maître Shiba nous a appris justement à nous orienter vers une ouverture infinie. Shiba, c'est le fondateur de l'aïkido. Et il a dit, j'ai utilisé un art martial parce que c'était à la mode à l'époque et que je pouvais toucher le plus grand nombre de jeunes. Mais ça aurait pu être l'art du thé, comme ça existe. Ça aurait pu être n'importe quoi, la couture, la broderie, mais il aurait eu moins d'adeptes, à mon avis. Alors, ça veut dire quoi aborder l'infini? Ça veut dire s'abandonner, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire accueillir cette réalité. Je voudrais préciser que si je médite, ce n'est pas pour quitter le monde, et ça c'est une confusion, mais c'est pour être dans le monde. Je quitte le monde quand je pense, justement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je cherche une référence dans le passé et une projection dans l'avenir. Je ne suis pas dans le présent. Il y a un gars qui a dit, je pense donc je suis. Là, je voudrais justement sur le projet, c'est dire, je ne pense pas, donc je suis. Et puis, c'est écrire une chanson qui s'intitulerait « On est foutu, on pense trop ». Vous connaissez, on est foutu, on mange trop. C'est un pastiche, on est foutu, on pense trop. Donc la pensée nous empêche d'aborder certaines choses, et j'avais écrit La peur origine de nos maladies, justement, parce que j'ai démontré que, ça rejoint ce que je viens de vous dire, que c'est la peur qui va engendrer toute fermeture, tout blocage d'échange, et là, avec le fin fond de l'univers, justement, avec l'immensité. Mais ça, on ne nous a surtout pas appris ça. On nous fout la trouille de la mort en permanence, alors comme jamais aujourd'hui, là, ils sont en train de se délecter. J'ai fait la connerie d'écouter France Info tout à l'heure. Dans ma voiture, c'est l'accident qu'il y a eu. Ils sont même allés interviewer un mec dont la femme a cramé,
lui, il lui demande des détails, alors, vous avez des images qui vous reviennent, vous avez... Sur le scoop de l'horreur. Mais grâce à ça, on peut dominer des peuples entiers. Il n'y a rien de pire, justement, que d'être capable d'aborder l'infini sans peur, d'aborder la mort sans peur. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux expériences de mort imminente. Et aujourd'hui, il y a 60 millions de cas étudiés dans le monde. De personnes qui ont fait cette expérience donc de délocalisation de la conscience. Là, je vais en venir, c'est intéressant parce que là, on comprend que, et puis dans d'autres situations, que la conscience, elle se délocalise, c'est-à-dire qu'elle quitte le corps. Et elle ramène des informations troublantes, qui sont justes, précises, qui sont vérifiables. Les cas les plus troublants sont ceux d'aveugles. Bah oui, parce que le mec, il a ouvert un œil et il raconte ce qui s'est passé. Mais là, il a ouvert les deux yeux, il est aveugle, le gars. Et en plus, il est aveugle de naissance. Il ramène des témoignages avec précision de couleurs qu'il n'a jamais vues. Et lui, il sait que l'infirmier, il était avec une blouse blanche et l'infirmière avec une mini-jupe bleue. Donc, il s'en souvient. Il y a une femme qui a pu dire quel était le fabricant de la table d'opération, Oui, la référence de la... voilà, par exemple. Voilà, ça a été vérifié, c'est vérifiable. Donc, on n'est pas dans le roman. Alors, j'en reviens à cette notion donc, de mort, d'infini, de... Là, ce que je voulais dire, ce que j'ai dit à Sonia Barkala, qui organise les congrès internationaux de tous les chercheurs scientifiques dans le monde, enfin pas tous, mais une partie, j'ai dit, mais tu sais ce que tu es en train de faire là? Fais attention. Fais attention quand tu rentres chez toi le soir. Parce que si ton mouvement s'étend, c'est totalement subversif. Tu es en train de remettre en question tous les fondamentaux de la société et toutes ces peurs, justement, sur lesquelles on s'appuie pour tenir les gens. La peur de la mort, de toutes les petites morts que l'on peut rencontrer dans son existence. Tiens, il y a une question de la philosophe. C'est une remarque, je vais rebondir aussi sur vos propos, concernant ce qui était déjà dit. En fait, je voudrais solliciter votre attention, l'attention aussi de notre public, sur la question politique de ce qu'on fait, car justement, vous avez quand même abordé un peu cela avec les dangers des renversements que vous demandez de faire par rapport à notre quotidien. Et je suis tout à fait d'accord, car aussi sur l'enfance, on peut parler d'énergie. Il y a des architectes comme Steiner qui pratiquaient aussi la théosophie, qui allaient aussi, je crois, dans votre sens. Et tout ça risque d'être oublié. Donc c'est un engagement politique, celui de remettre en valeur les énergies et tout ce qui peut être la bioénergétique. Mais dans une démarche aussi politique, je trouve qu'aujourd'hui tout ça est à son tour manipulé, car la pratique de la présence à soi est souvent manipulée comme un abandon de soi qui va être l'abandon d'un certain symbolique sur lequel Frédéric essayait peut-être de remettre l'accent, c'est-à-dire l'abandon de soi ne doit pas être confondu comme un abandon de la pensée. On ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de laisser des phrases comme on pense trop, je crois qu'on ne pense pas assez. Et on pense mal. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas lâcher prise sur certains sujets, car on risque souvent d'être manipulé malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, car la présence à soi, le mythe du bonheur, fait partie aussi de codes capitalistes sur lesquels on marche et qui nous provoquent le burn-out aussi. Donc, je voulais juste remettre l'accent sur certains sujets. Merci. J'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de penser, j'ai jamais dit ça. Mais voilà, Utiliser sa pensée dans le bon sens. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on pense trop. C'est-à-dire que si je rejoins Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, et quand il nous dit que 90% de nos pensées sont inutiles et répétitives, moi je pense qu'il n'a pas forcément tort. Mais les 10% qui restent ont permis à Einstein, qui nous disait quand même, je le rappelle puisqu'on vient de le citer, le niveau de conscience qui a créé le problème est incapable de le résoudre. La solution se trouve toujours au niveau de conscience supérieur. Et Jung disait la même chose. C'est dans ce sens-là que trop penser, de toute façon, ça freine la créativité, l'intuition. Et je vous encourage à lire un livre qui s'intitule « Voyage au-delà de mon cerveau », qui a été écrit par une neurologue qui a subi un AVC, donc un accident vasculaire cérébral qui a paralysé les fonctions de son cerveau gauche, donc d'une certaine intellectualisation des choses.
et qui lui a permis de découvrir dans cet accident dramatique, qui a duré 8 années de rééducation, de découvrir les facultés de son cerveau droit. Et je reviens à Jung qui nous disait quand même l'évolution de l'homme passera par la réunification des deux hémisphères cérébraux. Et pour le moment, quand je dis on pense trop, c'est qu'on se sert totalement grande partie du cerveau gauche et pas assez du cerveau droit. Et on n'a pas développé dans les écoles. On abandonne l'intuition, la créativité. Dans notre société, on ne pousse surtout pas la créativité, mais qui, pour moi, fait partie de la condition humaine. Si je ne crée pas, je meurs. Donc j'ai besoin de créer, mais même un gâteau, la créativité, c'est... j'aime bien faire la bouffe pour mes copains. Quand je regarde, j'étais instituteur en maternelle, et j'ai travaillé avec des enfants de moyenne section, le dessin de ces enfants, mais j'ai gardé les dessins de ces enfants qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas qu'il peint. Il peint. Et quand il va commencer à quitter cette capacité de son cerveau droit à s'exprimer et de plonger dans la réflexion, dans la pensée, l'âge de raison, 7 ans, quand ses dents de lait vont tomber et que ses dents définitives vont arriver, il va inscrire dans son corps ce voile de la pensée qui va le bloquer dans sa créativité, dans son intuition, dans sa sensibilité. Et Picasso disait, toute ma vie, j'ai cherché à peindre comme un enfant. C'est-à-dire à rentrer dans cette dimension où je ne peins pas. Je ne sais pas que je peins. Je peins. L'enfant ne sait pas qu'il marche. Il marche, foutez-lui la paix, laissez-le marcher. Il marche. Et donc, le combattant d'aïkido ne sait pas qu'il combat. Il combat. Le tireur à l'arc ne sait pas qu'il tire. Il tire. Et c'est justement quand la pensée, le mental s'est effacé et que cette autre dimension de conscience qui est cachée derrière s'exprime, que là, le miracle apparaît. Et je vais finir parce que je suis désolé, il faut que j'aille faire le clown sur scène. Il n'y a que, c'est Jung qui disait, je ne sais pas si la phrase est exacte, il n'y a que l'expérience lumineuse qui soit réellement thérapeutique, c'est-à-dire sacrée. Et le sacré, c'est dans le présent. Je vais balayer cette pièce peut être un acte sacré si je le fais en pleine conscience. Ce qui ne veut pas dire que je nie les capacités, les qualités de la pensée. Vous avez plutôt adopté cette formule, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Une passivité de la pensée. Pas une non-pensée, une négation de la pensée, mais une passivité de la pensée. Quand on s'abandonne, on n'abandonne jamais la pensée. On est des êtres symboliques tout le temps. Donc quand on dit je m'abandonne, je retrouve l'autre, vous avez dit, je le retrouve symboliquement, l'autre. Toujours, je parle déjà. Oui, mais déjà, c'est déjà pas mal si on arrive à s'abandonner un petit peu. On est bien loin. Alors là, je vais reprendre la maternelle comme exemple. Moi, je pense qu'au niveau de l'évolution de la pensée, justement, humaine, on est en maternelle. Alors, il y en a qui sont en petite section, d'autres en moyenne, d'autres en grande section, mais on n'est pas encore au cours élémentaire. On en est bien loin, je pense. Voilà, merci de votre attention. Merci Alors, beaucoup, j'ai laissé, merci des invitations, j'ai laissé des cartes du spectacle si vous voulez venir le voir, tous les samedis au Palais des Glaces, ça vient de démarrer, hein, il y a une place pour deux, il y a une invitation pour deux. Carte vitale, donc c'est le parcours d'un couple dont lui a un cancer et le chemin chaotique de thérapeute en thérapeute. Et c'est très drôle. Ça, je vous garantis, ça arrive bien. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.